Nous faisons des préparatifs formidables en vue des prochaines attaques. Que se passera-t-il alors? Je n'en sais rien. Mais ce sera terrible, car à tout ce que nous faisons, nous prévoyons une chaude affaire. J'ai le cœur gros, mais j'attends toujours confiant. Nous prévoyons le coup prévu avant dimanche. Si tu n'avais pas de mes nouvelles après ce jour, c'est qu'il me sera arrivé quelque chose. D'ailleurs, tu en seras averti par un de mes camarades. Il ne faut pas se le dissimuler. Nous sommes en danger, et on peut prévoir la catastrophe. Sois toujours confiante malgré cela, parce que tous n'y restent pas. Alphonse. Le 30 mai 1917. Léonie chérie, quand nous sommes arrivés ici, la plaine était magnifique. Aujourd'hui, les rives de l'Aisne ressemblent au pays de la mort. La terre est bouleversée, brûlée. Le paysage n'est plus qu'un champ de ruines. Nous sommes dans les tranchées de première ligne. En plus des balles, des bombes, des barbelés, c'est la guerre des mines, avec la perspective de sauter à tout moment. Nous sommes sales, nos frusques sont en lambeaux. Nous pataugeons dans la boue, une boue de glaise, épaisse, collante, dont il est impossible de se débarrasser. Les tranchées s'écroulent sous les obus et mettent à jour des corps, des ossements et des crânes. L'odeur est pestilentielle. Tout manque, l'eau, les latrines, la soupe. Nous sommes mal ravitaillés, la galetouse est bien vide. Un seul repas de nuit et qui arrive froid à cause de la longueur des voyaux à parcourir. Nous n'avons même plus de sèche pour nous réconforter. Parfois encore un peu de jus et une rasade de casse-pâte pour nous réchauffer. Eugène, ton mari qui t'aime tant. Je me trouve dans un dépôt déclopé avec un répit de 3 jours. Là règne la peur, muette. Je veux voir les blessés. 3 Français, 2 Allemands. On les a trouvés dans le même trou d'obus où ils étaient restés 7 jours. Plusieurs d'entre eux avaient bu leur urine pour calmer la soif. Nous haletons, torturés par la soif. Nos bidons sont vides ou ne contiennent plus qu'une eau tiède, fétide, dont le goût de fer donne la nausée. La soif est toujours la grande souffrance. On s'ingénie de 1000 façons pour la tromper. Les poilus ont la patience de la recueillir dans des cornets, goutte à goutte, pendant des heures. L'eau sale qui suinte et dégouline des murs. Quelques-uns lèchent les pierres. Capitaine la chaussée. Les loups du Bois-le-Prêtre. Ils avaient 20 ans. Ils sont partis enthousiastes vers le front de l'Est pour défendre ce coin de terre lorraine appelé le saillant de Saint-Mihiel. Beaucoup vont tomber sur ce sol sacré du Bois-le-Prêtre. 15 000 morts, tous confondus en cette année 1915. Les poilus étaient devenus des loups. Les loups du Bois-le-Prêtre, ceux de la 73e division. Sous la conduite de leur chef, le général Leboeck, après 11 mois de combats acharnés et quotidiens, ils étaient devenus une véritable troupe d'élite, si bien qu'ils prirent une part déterminante à la victoire de Verdun, puis à celle de la Marne, en juin 1918. Verdun, 15 juillet 1916, 4 heures du soir. Mes chers parents, je suis encore vivant et en bonne santé. Pas même blessé, alors que tous mes camarades sont tombés morts ou blessés aux mains des Boches qui nous ont fait souffrir les 1000 horreurs. Liquides enflammés, gaz lacrymogène, gaz suffocant, asphyxie. Ah, mon Dieu, si seulement c'est la guerre. Je suis redescendu de première ligne ce matin. Je ne suis qu'un bloc de boue. Je me fais racler mes vêtements avec un couteau. La boue collant mes pans de capote après mes jambes. J'ai eu soif, pas faim. J'ai connu l'horreur de l'attente de la mort sous un tir de barrage inouï. Je tombe de fatigue.
Je vais me coucher, au repos dans un village de l'arrière, où cela cogne cependant. Voilà 10 nuits que je passe en première ligne. Demain, les autos emmènent le reste de mon régiment pour le reformer à l'arrière, je ne sais encore où. J'ai reçu à mon retour ici vos lettres et le colis. J'ai compris la combinaison proposée par le cheveu. Merci. J'ai sommeil. Je suis plein de poux, je pue la charogne des Maccabées. Je vous écrirai dès que je vais pouvoir. Soyez donc tranquilles. J'espère que le gros coup pour nous a été donné. Bonne santé, et je vous embrasse bien affectueusement. Georges. Verdun, le 18 mars 1916. Ma chérie, je t'écris pour te dire que je ne reviendrai pas de la guerre. S'il te plaît, ne pleure pas, sois forte. Le dernier assaut m'a coûté mon pied gauche et ma blessure s'est infectée. Le médecin dit qu'il ne me reste plus que quelques jours à vivre. Quand cette lettre te parviendra, je serai peut-être déjà mort. Je vais te raconter comment j'ai été blessé. Il y a 3 jours, nos généraux nous ont ordonné d'attaquer. Ce fut une boucherie absolument inutile. Au début, nous étions 20 000. Après avoir passé les barbelés, nous n'étions plus que 15 000 environ. C'est à ce moment-là que je fus touché. Un obus tomba pas très loin de moi et un morceau m'arracha le pied gauche. Je perdis connaissance et je ne me réveillai qu'1 jour plus tard dans une tente d'infirmerie. Plus tard, j'appris que parmi les 20 000 soldats qui étaient partis à l'assaut, seuls 5 000 avaient pu survivre grâce à un repli demandé par le général Pétain. Dans ta dernière lettre, tu m'as dit que tu étais enceinte depuis ma permission d'il y a 2 mois. Quand notre enfant naîtra, tu lui diras que son père est mort en héros pour la France. Et surtout, fais en sorte à ce qu'il n'aille jamais dans l'armée pour qu'il ne meure pas bêtement comme moi. Je t'aime, j'espère qu'on se reverra dans un autre monde. Je te remercie pour tous les merveilleux moments que tu m'as fait passer. Je t'aimerai toujours. Adieu, Charles. Salut les gars, comment ça va? Ne fais donc pas cette tête-là, pour nous la guerre est finie. On va rentrer au pays. Pendant 4 ans, j'avais gardé le médaillon de mon aimé serré tout contre mon cœur.